Alors ton rôle, à mon avis, c'est déjà de composer une équipe. Une équipe, c'est les bonnes personnes à la bonne place, avec un bon collectif qui fonctionne bien ensemble. Après, il y a un deuxième point qui me paraît important et qui se rapproche de ce que nous, on peut avoir comme rôle en tant que directeur d'activité, c'est faire la passerelle entre un actionnaire et les moyens pour pouvoir réaliser son objectif ou sa vision. Et là, quelque part, il y a quand même un parallèle entre ton rôle de directeur sportif et ce qu'on peut avoir, nous, comme rôle en tant que directeur d'activité. Et puis le dernier point, c'est bien sûr, c'est de trouver les moyens. Hein, pouvoir faire en sorte que ça se concrétise sur le terrain. D'ailleurs, nous, on utilise le même terme. Ouais. C'est vrai que la construction d'une équipe, c'est très importante, à la fois déjà dans le staff, parce qu'aujourd'hui, on est sur des staffs qui sont élargis avec 20 personnes, en comptant le staff médical, les analyses vidéo, le staff de la prépa physique, l'intendance, le team management et les coachs. Donc forcément qu'il faut qu'il y ait une osmose qui se crée, une vision commune, apprendre à travailler ensemble, parce qu'on, pour le coup ici, on est venu d'horizons différents. Il y avait des gens qui étaient déjà en place, mais dans la méthode de travail, dans la périodisation, on parlera peut-être tout à l'heure sur la gestion de la performance sur l'ensemble de la saison. Et après, le lien avec les actionnaires, c'est vrai que dans ma vie en entreprise, je voyais ce lien-là en transformant leur vision de manière opérationnelle. Là, aujourd'hui, dans le milieu du sport, il y a une vision, ça se traduit par des objectifs à atteindre. Et en dessous, on s'engage tous dans un travail et dans un objectif commun pour l'atteindre, parce qu'on est jugé sur la performance. Le rôle de Farida, je pense qu'il part déjà d'un plan de développement, avec une vision à long terme qu'elle doit retranscrire en étapes, pour qu'en dessous, elle puisse animer ses équipes, ses différentes business units ou ses différentes filiales, pour fixer des objectifs aux responsables de filiales ou aux responsables de business unit, et qu'elle puisse mettre en place ses outils de pilotage pour justement réadapter, réajuster les objectifs qu'elle a à atteindre in fine, pour que ces équipes comprennent déjà le sens et s'engagent dans l'atteinte de ces objectifs. Il y a également, je pense, la notion forte de créer un collectif et de justement avoir une communication descendante qui arrive jusqu'au bout, et qu'il y ait un alignement sur la vision. Donc ça aussi, je pense, la construction de tes équipes de direction ou de tes responsables de secteur ou de business unit est importante, pour que, déjà en termes de confiance, mais aussi pour qu'ils soient bien alignés avec toi sur la vision que tu leur apportes. Alors oui, effectivement, donc un petit peu comme vous d'ailleurs, toi, tu ne vas pas aller sur le terrain pour aller tirer une pénalité. Par contre, tu vas faire en sorte d'avoir sur le terrain les gens qui vont être capables de faire en sorte qu'elle passe. Et effectivement, donc, cette notion de stratégie, de long terme, de comment est-ce qu'on va mettre en place les jalons, comment est-ce qu'on s'assure de mettre en place les moyens, constituer la bonne équipe et s'assurer que les performances individuelles, ou en tout cas les profils individuels, s'harmonisent bien dans l'équipe, ça effectivement c'est ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier quand même malgré tout, même si on a une vision de long terme et qu'on recherche l'objectif de long terme, qui est l'objectif forcément qui nous est transmis par nos directions, nos actionnaires, etc. Un peu comme vous, il faut qu'on gagne des matchs, il faut qu'on en gagne régulièrement. Donc on a aussi cette notion de comment est-ce que je fais pour atteindre cette vision et cet objectif de long terme, et aussi comment est-ce que je passe les jalons. Pour vous, c'est comment est-ce que je gagne mes matchs régulièrement. Si on en perd un, on en perd un. Il ne faut pas en perdre trop pour pouvoir s'assurer d'être premier au bout du bout, quoi. Donc oui, effectivement, je ne suis pas sur le terrain comme toi. Sur le terrain au sens, c'est pas moi qui joue, c'est pas moi qui prends le ballon, c'est pas moi, Et comme toi, il faut que je constitue mon équipe et que je réussisse à leur faire passer la manière de procéder pour qu'eux gagnent le match sur le terrain. Et donc là, effectivement, c'est le rôle du directeur d'activité. S'assurer également de réussir à tenir leur mobilisation, donc communiquer, énormément communiquer, transmettre la vision. Et ça, c'est vraiment un point commun, je pense, qu'on a entre le dirigeant d'entreprise et puis
un directeur sportif sur une équipe, notamment de rugby. Alors nous, la reprise, on a un rythme qui est un petit peu différent et on a la chance d'avoir une pré-saison avant la saison. Donc les vacances, ils ont été directement après le dernier match de 5 semaines. Et ensuite, on a repris par une pré-saison qui dure 2 mois, où là, on est à la fois sur la construction du socle physique, avec une première partie qui est vraiment axée sur le développement physique des joueurs, où c'est très intense, très dur, dans des conditions difficiles aussi. Là, on a vécu des fortes chaleurs. Mais c'est aussi la volonté d'être déjà dans la construction de l'état d'esprit, de souffrir ensemble, de partager un petit peu cette souffrance, en ayant aussi des moments de cohésion en fin de semaine avant de partir en week-end. On a la phase qui est très importante, c'est le stage, qui arrive après ces 3 premières semaines, où là on a beaucoup travaillé sur c'est quoi notre identité, quelles valeurs on veut dans notre environnement, qui nous amène à la performance, quel comportement on attend pour être en phase avec ces valeurs-là, et de rentrer vraiment plus dans l'approche du rugby, dans l'approche stratégique sur nos systèmes de jeu, etc. Avant de se lancer sur la phase des matchs amicaux, on a eu 15 jours qui se sont clôturés avec 2 matchs, avant d'arriver au début de la saison. Donc il y a vraiment eu cette phase de pré-saison qui est intervenue après le bilan de la saison dernière, qui a été forcément difficile, mais qui était nécessaire pour qu'on puisse tirer les conclusions et justement se remettre en perspective plus positive. Et quand on en arrive au démarrage de la saison en septembre, c'est de capitaliser sur tout ce qui a été fait. Physiquement, on arrive à un pic de forme pour justement démarrer, et qu'après, on a envie d'en découdre. Et nous, on a beaucoup de choses à se faire pardonner. On n'a surtout pas envie de revivre la saison dernière. Donc, il y a une émulation et une énergie qui est aujourd'hui, cette semaine, dans une première semaine de premier match, palpable. Alors, la reprise, généralement, en fait, après les congés, il y a 2 choses qu'on remarque. C'est que, d'une part, les organismes sont reposés. Un peu comme vous, généralement, ce que vous appelez la fin de saison. Pour nous, c'est vraiment la période qui est juste avant les congés, où quand même l'intensité de l'activité est relativement importante. Les organismes sont fatigués. C'est une pause où là, les organismes sont quand même rechargés. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que les esprits sont un peu plus lucides. Et donc, c'est vraiment une période propice, cette période de pré-rentrée, pour se dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire sur la première partie, en fait, entre guillemets, de l'exercice, première partie de l'année, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire et quels sont les objectifs qu'on se donne là pour cette rentrée. Alors, un peu comme vous, tu as parlé un peu de souffrance. Dans une équipe et dans un collectif qui fonctionne bien, alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça, c'est le premier élément. Par contre, c'est aussi, je trouve, un moment un peu de cohésion. C'est-à-dire que quand c'est dur, qu'on attend les congés, qu'on a donné beaucoup d'énergie sur ces activités parce que on a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire, et puis avec quand même aussi une charge psychologique qui n'est pas évidente. Le fait de repartir ensemble, c'est aussi ça la pré-rentrée, de remobiliser le collectif sur la vision et les objectifs communs. Alors, effectivement, votre saison, elle est plutôt de septembre à septembre. Nous, elle est plutôt de janvier à décembre. Mais quand même, globalement, ce retour de congé, c'est aussi une période où on se relance sur un exercice complet. Il y a des budgets, il y a des préparations. Donc, on se projette aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et très souvent, en fait, ça se matérialise par des séminaires, un petit peu comme vous faites des séminaires également. Les gens se mettent ouverts. Personnellement, moi, j'ai pu rencontrer des directeurs d'activité sur lesquels on a envie de faire des choses, ou on a envie d'aller plus loin. Et donc là, on se dit, comment on va le faire ? Comment on va le faire ? Et c'est une période, en fait, qui est assez stimulante. C'est une période qui est assez stimulante parce que, surtout quand on a eu des échecs ou des choses sur lesquelles on n'était pas complètement satisfait sur la période précédente, c'est là où on remobilise les équipes, je trouve. Nous, on a eu le même ressenti. J'ai eu une carrière de joueur et j'adorais la pré-saison, même si c'est difficile, parce que c'est là où on construit notre saison sur tous les plans.
Et particulièrement cette saison, depuis le 17 juillet, on a vraiment senti que les membres du staff, les joueurs étaient revenus dans d'autres dispositions et avaient vraiment envie de mettre les ingrédients nécessaires pour être prêts et justement montrer un autre visage. Donc ça a créé une émulation qui a été agrémentée en plus avec le retour des internationaux en cours de préparation, mais qu'on a eu pour le stage, qui n'avait pas été le cas l'année dernière, où c'est vraiment un moment important en termes de cohésion, opératoire mais aussi sociale. Et c'est vrai que ce flow-là, on espère le maintenir samedi soir. Ouais. Alors c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu parles de tout le staff, c'est un point qui est important parce qu'en entreprise, on n'a pas que ce qu'on appelle entre guillemets les opérationnels qui sont sur le terrain, hein, encore une fois ceux qui tapent le ballon, on a tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est tout ce monde-là qu'il faut réussir à amener dans l'histoire. Donc on pense ce que nous on appelle les fonctions support ou les fonctionnels. Donc ça peut être nos contrôleurs de gestion, nos collègues RH, nos collègues de la communication. Et ça c'est important aussi, c'est parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont directement sur le terrain qu'il faut réussir à amener. Comment est-ce qu'on gère la performance sur la durée, Alors j'utilise souvent une métaphore sportive, alors qui n'est pas celle du rugby, mais elle est pas si éloignée que ça, c'est celle du marathon. Je dis toujours qu'il y a des temps courts et des temps longs, et un marathon, ce n'est pas un sprint. Pour autant, il faut quand même faire des temps de passage. Et le rôle du directeur de l'activité, c'est de s'assurer que les joueurs ne sont pas en sprint en permanence, parce que sinon, au bout des 42 km, ils ne passeront jamais la ligne d'arrivée. Et réciproquement, il faut quand même faire un petit peu de temps de passage. Pour le rugby, on a le droit de perdre un match. C'est plutôt habituel d'en gagner, mais ce n'est pas le fait d'en perdre un ou d'en gagner un qui fera qu'on sera premier du championnat à la fin de la saison. Alors nous, c'est un peu pareil. C'est comment est-ce qu'on s'assure tous les mois, puisque généralement on a des résultats mensuels, hein, de s'assurer que le mois soit bon ou qu'il soit moins bon, que l'équipe elle garde toujours en tête cet objectif final qu'on s'est fixé, alors soit en pré-rentrée, soit en tout début d'année. Et ça, je dirais que c'est un petit peu notre rôle de s'assurer de ce que j'appelle les temps de passage. Les temps faibles que vous devez certainement avoir aussi quand on perd un match, nous aussi ça nous arrive de perdre des matchs, d'ailleurs on utilise souvent ce terme-là. Quand on fait un mois qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, de ne pas oublier que perdre un match, ce n'est pas perdre le championnat. Faire un mois qui est difficile. Alors après, il y a deux choses. C'est que perdre un match, ce n'est pas forcément que la stratégie est mauvaise. Donc il faut toujours garder son objectif et sa vision. Mais perdre un match, c'est aussi peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse pour qu'on arrive au bout. Voilà. Et donc ça, c'est quand même notre rôle de tenir cette mobilisation dans la durée, de ne pas changer systématiquement de cap et de gérer ses temps forts et ses temps faibles. Voilà. Être là en permanence, tout le temps. Alors, nous, la performance, on est sur le championnat qui est le plus long au monde en termes de temps dans la saison, de nombre de matchs avec les compétitions aussi européennes en plus. Juste un indicateur, la différence entre une 11e place l'année dernière, la nôtre, et une équipe du top 6, c'était une victoire. Alors ce qui a fait la différence, c'est les points de bonus. Et c'est ce qui fait la différence dans notre championnat, c'est la régularité. On est dans un championnat qui est de plus en plus homogène, où toutes les écuries et les équipes s'étoffent d'année en année. Donc tous les week-ends, c'est difficile, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Donc il n'y a pas beaucoup de relâchement. Et on est dans un cycle où on a la chance d'avoir une opportunité la semaine d'après de remettre les compteurs à zéro. Sauf que souvent, dans notre préparation de la performance, on est en anticipation une semaine avant du match déjà de la semaine d'après. Après, qu'est-ce que la performance ? La performance, c'est aussi multifactoriel, dont beaucoup dans le sport qu'on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, avec le staff, et c'est ce que je demande aussi en termes de responsabilisation à mes joueurs, c'est de maîtriser tout ce qui est maîtrisable. Dans notre planification, forcément qu'elle est mise en place sur la saison, avec déjà l'étape de la pré-saison. Et après, dans nos blocs de matchs, là, on va démarrer un bloc de 9 matchs, avec une périodisation précise de nos dynamiques de journée,
Aujourd'hui, les joueurs s'entraînent avec des capteurs GBS, des cardio. Donc tout est calibré sur chaque jour d'entraînement pour ne pas dépasser des distances, pour ne pas monter trop haut au niveau cardiaque, pour qu'individuellement ils soient compensés. Ils ont des séances de muscu individualisées en fonction de leur profil, sur l'aspect préventif, développement et aux besoins. Pour, sur les paramètres maîtrisables, notamment de la performance en salle et sur le terrain, on soit au plus précis. Après, ce qu'il faut gérer dans la performance collective et qui lie l'individuel, c'est le management aussi au quotidien. C'est maintenir une émulation dans l'équipe, parce qu'on est un métier où on est 80% du temps en formation pour 20% en production. Parce qu'on s'entraîne toute la semaine pour 80 minutes de production, où là on est jugé. Et je suis, et le staff, et notamment toutes les personnes qui participent à la composition d'équipe, par moment celui qui les prive d'être en production, alors qu'ils ont fait toute la semaine de préparation. Et ça, ça génère de la frustration. Quand ça se reproduit 2 semaines, 3 semaines, il faut l'expliquer de manière factuelle. Ça passe par des entretiens individuels, de suivi, des entretiens plus globaux avec l'ensemble du staff pour fixer des objectifs de développement et de faire un point de passage sur un certain nombre de blocs de match, comme on peut le faire en entreprise sur des entretiens ou des points hebdo, puis des entretiens un peu plus consistants. Et ça participe aussi à la performance parce que, comme je le disais, on joue pendant 11 mois. On finit le samedi soir le match. Les joueurs récupèrent le dimanche, mais le staff en est déjà en préparation du lundi. Et les semaines s'enchaînent. Et donc, il faut arriver à gérer l'équilibre entre le travail qui est nécessaire, la charge mentale, et le plaisir de venir au stade, même si on est dans une période un peu plus difficile, où on vient de sortir d'une défaite ou de 2 défaites, et où il faut arriver à maintenir ce cap-là pour justement atteindre nos objectifs en fin de saison. Oui, alors c'est vrai que ce que tu évoques, c'est que tu pilotes beaucoup par les moyens, hein, les entraînements, et nous, ce qu'on appelle le pilotage par les moyens, je vais utiliser un terme barbare, mais c'est le pilotage par des KPI, hein, donc, et vous avez un résultat. Hein, donc le résultat, c'est le score du match. Donc nous, on a un petit peu plus de pilotage par le résultat, de manière un peu moins déséquilibrée que ce que vous avez vous, hein, puisque vous avez une grosse partie, votre contrôle, ce sont les moyens, hein, c'est comment est-ce que je fais pour contrôler, piloter mes moyens. Mais les moyens, c'est aussi quand même pour nous un levier. C'est, si on s'assure de la discipline sur la rigueur, de la mise en place des moyens, alors généralement, on obtient le résultat au bout. Nous, ce qui peut être frustrant, c'est que parfois, on a vraiment l'impression d'avoir maîtrisé une semaine complète, que les joueurs, ils ont fait leur job dans la performance invisible, etc. Et on va prendre un contre au bout de 3 minutes et on perd le match. Oui, bien sûr. Et ce qu'on retient, c'est le résultat. Mais ça, c'est la spécificité du sport, et si on ne l'accepte pas, il faut faire autre chose. Alors, pour faire un petit parallèle là-dessus, donc on a une activité qui est une activité grands travaux, sur lesquels en fait on met énormément de moyens, parfois pour étudier un grand chantier, un grand projet d'infrastructure. On y met du temps, parfois ça se compte en années, hein, on y met beaucoup de moyens, et parfois on perd. C'est-à-dire qu'on a mis énormément de moyens humains, de la technique, et donc tout ça on l'a piloté, on a géré toutes les briques pour pouvoir répondre à un appel d'offres, et on le perd. C'est un peu comme vous. Donc, on ne peut pas tout maîtriser par les moyens, mais effectivement, globalement, quand on maîtrise bien ses moyens, on peut perdre. Mais généralement, le résultat, il est là. Et nous, je pense qu'il y a un paramètre qui est présent dans notre sport, parce que c'est un sport de combat individuel, mais aussi collectif, où il y a des phases d'affrontement où si on n'est pas ensemble, on peut vite prendre la marée. Et la construction du groupe, la complémentarité entre les joueurs, le fait qu'il y ait une cohésion sociale qui soit positive, et surtout qu'ils aient envie d'aller dans la même direction, ça peut pallier à une absence de moyens. Donc, oui, c'est vrai. Et heureusement, parce que sinon, même si je sais qu'il y a une stat qui correspond au classement à la fin de l'année avec le niveau de la masse salariale des joueurs, qui est dans tous les sports collectifs professionnels, à la fin de la saison, je crois que c'est 90%
celui qui a la plus grosse masse salariale qui est champion. Heureusement qu'il y a encore ces paramètres-là dans notre sport qui jouent aussi sur la performance d'un week-end, de 2 week-ends et parfois dans une saison parce qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire et que ça duplique les énergies et qu'il y a un petit peu un paramètre de chance aussi qui peut rentrer en compte. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup d'analyser quand il y a des défaites. Moi, je passe beaucoup aussi de temps à analyser nos victoires. Parce que le paramètre chance, le paramètre... aujourd'hui, on a des arbitres, on a une météo, on a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas, qui sont parfois favorables. Il faut aussi être en capacité de l'analyser pour ne pas se leurrer d'une performance qui pourrait être très moyenne, mais avec un résultat positif. Alors, tu disais que dans votre sport, c'était un combat. Il ne faut pas sous-estimer, en entreprise, c'est aussi un combat. Parfois... alors, ce n'est pas forcément un combat contre, c'est un combat pour gagner. Et ça, alors dans le rugby, je trouve que d'ailleurs l'état d'esprit, j'aime beaucoup l'état d'esprit dans le rugby, parce que bon, il y a un affrontement entre 2 équipes, mais il reste quand même ce respect de ce qui se passe sur le terrain. On a beau avoir un combat, en fait, le combat, c'est vraiment plutôt pour gagner et pas faire perdre l'autre. Mais c'est vraiment cet état d'esprit, et sur le collectif, pour reprendre ce que tu disais, y compris en entreprise, dans une équipe, quand il y en a un qui est un petit peu... tu parlais de ça, savoir comment est-ce qu'on reste solidaire. Quand il y en a un qui est un petit peu dans un temps faible ou qui est un peu dans le dur, généralement une équipe qui fonctionne bien, tous les autres arrivent autour et réussissent à venir l'aider. Les temps faibles, tout le monde en a, hein, les meilleurs joueurs, les meilleurs collaborateurs, voilà, on en a tous. Et une bonne équipe, c'est s'assurer que tous les autres vont venir, entre guillemets, combler un petit peu le trou et puis supporter celui qui est un petit peu plus dans le dur.